messieurs, alors comme d'habitude, les séances du conseil municipal sont filmées, ça respecte la loi. Point numéro 2, désignation du secrétaire de séance. Et il me semble que M. Saponara nous avait demandé d'être secrétaire de ce conseil municipal. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Très bien, merci M. Saponara. Et donc notre secrétaire de séance. Appel des présents, comme d'habitude, par le Benjamin du conseil municipal, M. Cataneo. Merci, monsieur le maire. Andreas Nicolas. Présent. Benvenuto Sylvie. Bernard Céline. Présent. Berruyer Aline. Présent. Carlo Jean-François. Présent. Catane Mivan présent. Kaya Barrios-Elodie. Présente. Chambragnala. Présent. Cohen Claude. Présent. Cordier José. Absent. Faubien Bénédicte. Présente. Grenier Foy Josiane. Présent. Duguay Julien. Présent. Namon Julien. À présent. Non, C'était bon. Raymond. C'est quel de Julien? Retard, Julien et Bernard. Bornero Nathalie. Hougonnet Laure. Lang Jean-François. Présent. Lobé Suzanne. Absent. Pouvoir, c'est qui? Non. Absent. Léger Audrey. Présente. Linossier Claudie. Présente. Manodius Régine. Pouvoir. Mena Francis. Présent. Meunier Jackie. Présent. Mignozzi Anne. Présente. Moreau Yvan. Présent. Paco Michael. Présent. Paré Yves. Pouvoir. Rochette Étienne. Présent. Saponara Jean-Michel. Présent. Spenato Sophie. Pouvoir. Trifonovic Radomir. Présent. Tour Patrick. Pouvoir. Et Vananti Bruno. Pouvoir. Merci, Monsieur Cataneo. Bien, approbation du procès verbal du conseil municipal précédent. Y a-t-il des interventions, des questions? Monsieur Ménard. Monsieur Paré. Pour Monsieur Paré. Pour le groupe de Alors, comme à l'accoutumée, nous ne validerons pas ce procès verbal car il ne contient pas les principales interventions permettant de comprendre le sens des débats et le sens de nos votes. Merci. Merci. Extrait du registre des décisions. Y a-t-il des questions? Très bien. Bien, écoutez, on passe au conseil municipal. À l'ordre du jour, on a 20 délibérations et on aura ensuite les questions des groupes, des différents groupes. Première délibération, budget principal 2025, décision modificative. Donc l'arrivée de M. Aymon. La décision modificative, les décisions modificatives, modification des autorisations budgétaires initiales, avec l'ajout ou suppression de crédits, de recettes et de dépenses, ou avec l'adaptation au contexte réel de l'exécution budgétaire. Cela concerne les sections de fonctionnement et d'investissement, excusez-moi. La décision modificative est donc ici un ajustement à la marge du budget voté en février, au regard de l'exécution réelle observée et de facteurs extérieurs à la commune. On peut observer au travers de cette décision modificative un budget dans les clous, sans mauvaise surprise, un travail fin et soigné au moment de la préparation budgétaire, des dépenses d'investissement cohérentes avec des recettes équivalentes à date. Plusieurs projets sont en cours de finalisation, la vidéoprotection, végétalisation cours d'école, travaux à impasse du pavé. Un bon maintien du fonds de roulement de la commune, toujours supérieur à 1 mois de fonctionnement et une dette qui continue de diminuer. Quelques bonnes surprises pour pallier au désengagement de l'État. Des recettes supérieures aux attentes, notamment sur les droits de mutation, les régies et la fiscalité, permettant de compenser les mauvaises surprises avec le prélèvement de l'État sur la fiscalité. Ça a été la surprise après le budget, le DILICO. C'est simple, tout le monde va comprendre. On prête de l'argent à l'État, qui nous le rend sur 3 ans et oublie de nous rendre et garde 10% de la somme empruntée. C'est assez sympathique. Et la quasi-disparition de la dotation globale de fonctionnement. Concernant la section de fonctionnement, il s'agit d'une décision modificative d'ajustement à la marge, avec 120 000 € de hausse en dépenses comme en recettes, soit 0,74% des dépenses réelles de fonctionnement. Il a été pris en compte pour les dépenses de fonctionnement un ajustement des besoins des services
Marge de sécurité sur les charges de personnel afin d'éviter tout imprévu en fin d'année. Un ajustement du prélèvement au titre de la loi SRU. Une revalorisation de l'enveloppe dédiée à la cybersécurité et l'inscription des subventions exceptionnelles aux sportifs violents. Concernant les recettes, j'avais dit les dépenses et là maintenant on est sur les recettes, une évaluation à la hausse des recettes de régie mais une baisse des refacturations à la métropole, une mise à jour des recettes fiscales, la prise en compte de la reprise observée du secteur immobilier en droit de mutation et la prise en compte du DILICO, c'est ce que je vous disais, c'est le fameux prêt qu'on n'a pas demandé à l'État, et de la perte de la DGF pour 89 000 €. Le DILICO, c'est 91 000 €. Concernant la section d'investissement, on constate des impacts nuls puisque les évolutions des besoins s'équilibrent avec des travaux de rénovation thermique pour Joliot-Curie, moins coûteux qu'anticipé, permettant de rebasculer l'enveloppe sur l'opération vidéoprotection avec des réalisations plus rapides que prévu. Et l'annulation de la cession anticipée qui ne se fera pas en 2025, elle est remplacée par une ligne d'emprunt d'équilibre équivalente. Il est à noter que cet emprunt ne sera vraisemblablement pas activé dans sa totalité. Au sujet de la dette évoluera à la baisse en 2025 avec des remboursements du capital pour 1 180 000 € et un emprunt maximal d'1 150 000 €. L'encours de dette devrait passer sous les 7 millions au 31 décembre. Le délai de désendettement de la commune devrait se maintenir autour de 3,5 années et donc très éloigné, j'insiste, du niveau d'alerte compris entre 10 et 12 ans. En conclusion, une situation financière saine à Mions, en continuité avec l'exécution 2024, un budget 2025 tenu et en adéquation avec les prévisions du début d'année, des projets d'investissement en cohérence avec les calendriers projetés, un niveau de dette en diminution cette année, permettant une projection sereine sur les prochains exercices. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au vote de cette délibération? Monsieur Ménard. Merci. Alors, on n'a pas de questions, mais on a un certain nombre de déclarations. Pas plus que nous n'avons voté en faveur de votre budget primitif de 2025, notre groupe Unis pour Mions ne votera pas en faveur de cette modification budgétaire. Néanmoins, nous souhaitons porter notre avis sur plusieurs points de cette décision modificative. Concernant la section d'investissement, nous avons bien noté le report de cession d'un bien foncier communal. Il sera substitué à cette cession un prêt amortissable utilisé en fonction des besoins. Concernant les dépenses, nous notons également le transfert de l'investissement sur l'école Joliot-Curie par un équipement complémentaire en caméra de surveillance. Nous nous interrogeons encore et encore sur ce surinvestissement en matière de sécurité. N'y a-t-il pas là une opportunité électorale? Concernant la section de fonctionnement, nous notons l'apparition d'une nouvelle fonction fiscale, et là-dessus nous vous rejoignons, sur les collectivités locales, le DILICO, environ 91 000 € pour notre commune. Mais ce n'est pas vos amis au gouvernement qui ont la main un peu lourde, monsieur le maire. Critiquer un gouvernement qu'on soutient, c'est un peu compliqué certaines fois. La masse salariale atteint progressivement les 11 millions d'euros. Il me semble bien qu'on l'avait annoncé. Nous notons avec satisfaction la baisse significative de la pénalité SRU à 120 000 € et nous attendons la suite. Nous vous confirmons que nous ne voterons pas cette modification budgétaire, fût-elle minime. Merci. Merci M. Ménard. Est-ce que vous avez des questions ou interrogations? Madame Hubonnet, M. Cataneo? Très bien. M. Ménard, moi j'ai pas d'amis au gouvernement. Ici on est à Mions, c'est du local, on traite le local et j'ai pas de copains moi. Voilà, j'attends des ordres de personne. Voilà. Donc ça déjà c'est un point qui est hyper important, laissez-moi terminer de vous répondre. Et ensuite on n'enlève pas de l'argent. On a fait une économie sur le budget projeté sur l'école qui nous permet cette économie de réinvestir rapidement dans les caméras. Pourquoi attendre 8 mois ou 9 mois ou 1 an avant de pouvoir s'équiper dans des endroits où on en a besoin? Vous savez, ça fait depuis 2014 qu'on est actif sur la sécurité. C'est pas parce qu'il y a une élection qui arrive qu'on va mettre les bouchées doubles. Tout le monde nous connaît pour ça. Voilà.
un espace sécurisé pour ensuite faire toutes les politiques qu'on veut. Mais je vais le rappeler, je n'ai pas d'amis au-dessus, personne ne me dicte ce que je dois faire. Alors, sauf erreur de notre part, il y a un certain nombre de ministres proches de votre parti, de vos idées, de votre idéologie qui ont été reçus à Nyons. Quand je parle de ministres amis ou de gouvernements proches de vos idées, enfin, je regarde simplement de quel parti vous faites partie et de quel parti font ces ministres-là. Après que vous soyez amis, copains ou pas, ça c'est autre chose, mais c'est le même parti. Point. Merci. Merci monsieur Ménard, les ministres nous ont aidés à obtenir beaucoup de choses sur la santé et sur la sécurité. On les remercie d'être venus. Merci, on va passer au vote de cette délibération. Eh bien écoutez, je vous propose d'adopter la décision modificative numéro 1 du budget principal comme présenté, de m'autoriser à opérer des virements de crédit de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% en section de fonctionnement comme en section d'investissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci à la majorité. Délibération numéro 2. Tant que j'arrive. Un papier. Modification numéro 5 de l'autorisation de programme et de crédit de paiement APCP pour les travaux de rénovation thermique et de l'étanchéité du groupe scolaire Joliot-Curie, APCP numéro 21, à Radomir Trifunovic. Merci, monsieur le maire. Ce soir, je vous présente une actualisation technique concernant le projet de rénovation thermique et d'étanchéité du groupe scolaire Joliot-Curie. Ce projet, pour mémoire, vise à améliorer le confort des enfants et du personnel tout en renforçant l'efficacité énergétique du bâtiment. Pour le montant total de l'opération qui reste inchangé, environ 920 000 euros. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, ce n'est pas une augmentation du coût, mais un réajustement du calendrier de paiement. En clair, nous réduisons les crédits prévus pour 2025 grâce à des économies réalisées sur les appels d'offres de cette année et nous reportons une partie sur 2026 en fonction de l'avancement réel des travaux. En quelques mots, les chiffres clés. Pour 2025, nous passons donc d'environ 400 000 euros à presque 300 000 euros. Et donc pour 2026, nous augmentons les crédits de 517 000 euros à 619 000 euros. Vous avez les chiffres exacts dans les résolutions qui vous ont été distribuées. Ce rééquilibrage permet donc une gestion plus souple et plus réaliste de notre budget, sans remettre en cause évidemment l'ambition du projet, puisque le budget total reste inchangé. Je vous propose donc d'autoriser cette modification de crédit de paiement, de confirmer que l'autorisation de programme reste fixée à 920 000 euros, 918 798,66 pour être précis, et de valider que les crédits de paiement pour 2025 s'élèvent à 297 391 euros et 54 centimes. Je vous remercie. Merci Radomir. Y a-t-il des questions? Monsieur Cataneo. On voulait savoir si ta PCP était en lien avec des retards sur le chantier ou c'est en planification sur l'année prochaine de certaines activités. En fait, c'est des économies sur l'appel d'offres, il n'y a aucun retard. Le chantier a commencé cet été. Et là, on espère accueillir bientôt le photovoltaïque. Voilà. Non, il n'y a aucun retard. C'est des économies aussi au départ. Ouais, des économies lourds à retard. C'est ça. Et du coup, on restera toujours dans l'enveloppe des 1 million et on verra ce qu'on fait l'année prochaine avec si on continue à faire des économies, ce qu'on fait. Madame, très bien. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Délibération numéro 3. Modification numéro 3 de l'autorisation de programme et de crédit de paiement APCP, programme de vidéoprotection de la commune de Nyons, APCP 23, monsieur Yvain Moreau, pardon. Merci, monsieur le maire. La ville poursuit son engagement pour garantir la sécurité des Miolans. Je vous propose d'examiner une nouvelle étape du programme de vidéoprotection en Nyons. Sans augmenter le budget global, 360 000 euros, il est proposé d'ajuster le calendrier des crédits afin d'accélérer les investissements dès 2025. Cette adaptation vise à renforcer plus rapidement la sécurité et la tranquillité des habitants avec le soutien de la région Rhône-Alpes. Je propose donc d'autoriser la modification des crédits de paiement numéro 3 pour 2025 à 2026, comme exposé, de dire que l'autorisation de programme numéro 23, vidéoprotection,
s'élève à 360 000 €, montant inchangé. De dire que les crédits de paiement ouverts au budget 2025 s'élèvent à 252 608,46 centimes d'euros. Merci M. Moreau. Des questions, des interventions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Délibération numéro 4, partenariat entre la commune de Mions et l'État pour le déport d'images et de vidéoprotection vers la gendarmerie. Écoutez, en fait, c'est tout simple. C'est qu'on a un centre de supervision urbain avec 140 caméras pour la commune. Et là, on va, grâce au soutien de l'État, pour le coup, ils vont nous prendre en charge 80% du financement qui représente un peu plus de 16 000 € et on aura 13 557,52 € de subvention, donc ça représente 80%, pour faire cette liaison entre notre centre de surveillance urbain et la gendarmerie. C'est double bénéfice. Nous, on a du monde derrière les caméras, les gendarmes pourront prendre la main dessus et les regarder à souhait, ou bien pour nous décharger sur des enquêtes, ou pour regarder différents endroits de la commune. Donc c'est une double sécurité, et c'était naturel qu'on fasse cette convention de partenariat et surtout les travaux. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, mais vous avez simplement précisé que c'était l'État qui participe, ce qui est relativement normal, puisque ça concerne la gendarmerie. Donc ça concerne des compétences de l'État, et ce que nous dénonçons depuis très très longtemps, c'est le désengagement de l'État sur un certain nombre de charges qui lui incombent et qui automatiquement chargent d'autant plus le budget de la ville. Donc que l'État prenne sa charge, c'est une très très bonne chose. Très bien. Et écoutez, je vous demande d'approuver la convention de partenariat entre la... S'il vous plaît. Dans cette délibération, vous nous dites que les coûts liés à l'installation, l'entretien, la mise en place de cette chose sera pris en charge par la ville. Oui. Est-ce que vous avez une estimation du coût représenté pour la ville? Non, parce qu'on est sur 2 écrans et une souris. Voilà. Donc du coup, on le met dans l'enveloppe de fonctionnement, d'entretien du centre de supervision urbain, ce qui représente vraiment rien. Les gendarmes font attention à rien casser, donc on est pas mal. Pas d'autres interventions? Écoutez, moi je vous demande d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Mions et l'État relative à la vidéoprotection, de m'autoriser à signer la dite convention ainsi que tous les documents afférents nécessaires à son exécution, et de dire que les dépenses correspondantes seront inscrites et mandatées sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Délibération numéro 5, demande de subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme de vidéoprotection. Monsieur Moreau. Merci, Monsieur le maire. La commune prévoit d'installer 7 nouvelles caméras de vidéoprotection d'ici à la fin de l'année 2025 pour un montant de 136 953 €. Comme chaque année, une demande de subvention sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui pourrait couvrir la moitié de cette dépense, soit près de 68 500 €. Le conseil municipal doit donc autoriser Monsieur le maire à déposer officiellement ce dossier de subvention afin de poursuivre le déploiement du dispositif au service de la sécurité et de la tranquillité des habitants. Je propose donc au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme d'investissement vidéoprotection et l'implantation de nouvelles caméras. Merci, Yvan. Y a-t-il des questions? Très bien. On dispose d'un beau parc et merci à la région de nous aider sur ces dispositifs. Ce serait compliqué sinon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Délibération 6, versement d'une subvention exceptionnelle au centre de soins pour animaux sauvages, l'Hirondelle. Julien Guy. Merci Monsieur le maire. Donc même délibération que l'année dernière. Le centre de soins pour animaux sauvages l'Hirondelle, fondé en 1998, est l'un des plus grands centres français recueillant près de 7000 oiseaux et mammifères sauvages chaque année. Ils ont quelques problèmes financiers pour subvenir tous les ans aux besoins des animaux, et ils ont un périmètre d'intervention qui comprend notamment la ville de Mions. Donc le conseil municipal souhaite, comme en 2024, répondre à l'appel de cette association et la soutenir en lui accordant une subvention exceptionnelle de 300 €. Je propose au conseil municipal d'approuver la demande de subvention, d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € au centre de soins pour animaux et de dire que ces crédits
sont inscrits au budget 2025. Merci Julien. Y a-t-il des questions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, merci. La ville de Lyon se fait beaucoup pour les hirondelles. Et on le voit si on se balade un peu. Délibération 7, subvention des logements locatifs sociaux de la société immobilière Rhône-Alpes pour la résidence et les carrés d'à côté. Josiane Brunifoine. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du contrat de mixité sociale, la société 3F Immobilière Rhône-Alpes sollicite une participation financière de la ville pour la réalisation de 2 logements sociaux situés au 52 route de Corba à Mions, la résidence Les Carrés d'à côté, route de Corba. Ce programme prévoit 8 logements en 2 bâtiments, dont 2 seront sociaux. Conformément aux règles fixées par la métropole de Lyon, la commune apportera une aide de 5 690 € pour soutenir la réalisation de ces 2 logements. Je propose au conseil municipal d'approuver l'attribution de 5 690 € pour l'opération de construction de la résidence Les Carrés d'à côté, située au 52 route de Corba à Mions, par la société 3F Immobilière Rhône-Alpes, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de participation financière et de réservation, ainsi que tous les documents y afférents. De dire que les dépenses relatives à cette subvention sont imputées à l'article 20 422 et inscrites au budget. Merci Josiane. Y a-t-il des questions ou interventions? Très bien. Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Délibération 8, transfert de garantie d'emprunt au profit de 1001 vies habitat dans le cadre de la fusion-absorption de la société HLM Logement Alpes-Rhône Solar. Et c'est Josiane Grenier-Foine. Merci. La présenter. Monsieur le maire, par la délibération numéro 2011-070 en date du jeudi 17 novembre 2011, le conseil municipal a apporté sa garantie à hauteur de 15% à HLM Logement Alpes-Rhône Solar dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier situé résidence Horizon Ciel Bleu, 6 rue Jean-Jacques Rousseau sur Mions. Par courrier en date du 29 juillet 2025, la SAHLM Logement Alpes-Rhône Solar a informé Monsieur le maire de Mions que sera soumis à son assemblée générale du 1er décembre 2025 un projet de fusion-absorption par la société mère 1001 Vie Habitat, qui devrait prendre effet juridiquement le 31 décembre 2025. La société 1001 Vie Habitat se verra alors transférer l'intégralité des droits et obligations de la société absorbée par voie de transmission universelle de patrimoine, conformément aux dispositions de l'article L236-1 du Code du commerce. Je propose au conseil municipal d'acter le transfert de la garantie d'emprunt et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document utile à la mise en œuvre du transfert. Merci. Y a-t-il des questions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Délibération numéro 9, avis dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de révision du schéma de cohérence territoriale SCOT de l'agglomération lyonnaise. Et là, c'est parti. Le SCOT est un document stratégique de l'aménagement du territoire du bassin lyonnais à l'horizon 2040. Rédigé par le CEPAL, un syndicat représentant la métropole, la CCPO et la CCEL, piloté par la majorité de la métropole, le SCOT présente une orientation dogmatique de ce que doit être le territoire lyonnais. La version actuelle du SCOT soulève de sérieuses inquiétudes pour Mions, alors que l'enjeu est de pouvoir concilier transition écologique, croissance démographique et préservation du cadre de vie. À Mions, nous serons toujours contre une urbanisation forcée. L'objectif du SCOT, c'est 25 000 logements, sur le secteur Est, dont 6 000 logements sociaux. Un objectif de 1 500 logements pour Mions. 1 500 logements. Pour combien de logements sociaux? Car nous raisonnons un peu. Peut-être qu'on est bête, mais sur ce coup-là, peut-être pas. 6 000 logements sociaux sur les 8 communes de l'Est lyonnais, cela signifie quoi?
Vaux-en-Velin, Dessines, Bron, Saint-Priest dépassent les 25%. Jonage est dispensé du fait de sa proximité avec l'aéroport. Il reste Chassieux, Mézieux et Nyons. Va-t-il falloir répartir ces 6000 logements sur seulement 3 communes? On fait comment? 2000 chacun? Voilà bien le cœur du problème de ce SCOT. Aucune prise en compte de la réalité, des chiffres dans des tableurs Excel. Moi je vous le dis, les habitants de Nyons ne seront jamais un tableur Excel. Je me battrai toujours pour la population contre ceux qui raisonnent en comptable. Je l'ai dit, oui pour une mixité, avec un juste équilibre de l'offre de logements sociaux, locatifs et accès à la propriété, mais en préservant toujours l'équilibre de la ville à la campagne. Le modèle pavillonnaire tant décrié par la métropole, si vous avez une maison, vous êtes vilain et très méchant, est à protéger et non à densifier avec des collectifs à étages en plein milieu des lotissements, parce que c'est ce qu'il prévoit. Concernant les mobilités et les circulations, nous demandons de la cohérence des solutions avant la densification. Comment travailler sur un afflux de population sans tenir compte des contraintes des mobilités de la commune? Il est fait le constat sur notre territoire d'une forte dépendance à la voiture, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. J'ai sur le sujet 2 anecdotes à vous citer, et j'en avais déjà parlé lors d'un conseil municipal. La première, elle est véridique, elle s'est passée dans la salle du conseil municipal de Saint-Priest, sur la présentation du SCOT. Une carte nous était présentée mettant en avant tous les projets structurants en termes de transport collectif, y compris les bus. Et là, à mon étonnement, et c'est un truc de dingue, je dis au vice-président, il doit y avoir un souci, vous avez oublié une ville. En fait, il n'y a pas d'erreur. Il n'y avait pas d'erreur. Parce qu'il n'y a rien de prévu jusqu'à 2040 pour la commune de Nyons. Donc on nous dit, faites 1500, 1300 ou 2000 logements, et vous aurez 0 transport, 0 projet structurant pour la commune. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est la réponse qu'on m'a apportée devant 80 personnes. Pas de transport collectif, ok. Et bien du coup, on va prendre le vélo. Et bien là encore. Ça fait 4 ans qu'on se bat avec la métropole pour obtenir une liaison voie douce entre le centre-ville, la rue du 23 août, jusqu'à la gare de Saint-Priest. Pour obtenir, in fine, des débuts de travaux cette fin d'année, mais sur 2 tronçons sur 5. Moi, je vous le dis, toute politique d'accueil de population nouvelle sans investissement majeur dans les transports alternatifs est irresponsable. Comment espérer faire venir des nouveaux habitants sans offre crédible d'alternative à la voiture? Ce qu'il faut ici, c'est un RER métropolitain qui ne pèse pas que sur l'Est lyonnais. Venons-en maintenant à la stratégie du foncier dans le SCOT. Sur le foncier et les contradictions avec la politique zéro artificialisation nette, comment concilier encore une fois l'arrivée des populations nouvelles, le besoin d'équipements publics nouveaux, tout en freinant le développement économique, source de richesse économique et d'emploi? Il existe par ailleurs une vraie contradiction entre la densification massive et l'objectif ZAN. Si certaines terres agricoles sont préservées, ce schéma est fait sans je vais y arriver. Non, je n'y arrive pas. Hiérarchisation, une fois qu'on l'a loupé, des sols, excusez-moi. Ainsi, si certaines terres agricoles vont devenir constructibles, d'autres zones économiques ou habitations vont être rétrozonées alors qu'elles apportent une faible qualité agricole. Et j'ai fait le tour avec un agriculteur de la commune de tous les terrains. Il y a des terrains où il n'y a que des cailloux, il n'y a rien qui pousse. C'est la galère pour les agriculteurs. Et bien ces terrains-là, on les a repassés en zone agricole. Au lieu de pouvoir peut-être réfléchir à des zones artisanales, industrielles ou même de l'habitation. En conclusion, moi je vous propose d'émettre un avis défavorable au projet de révision du SCOT de l'agglomération lyonnaise dans sa version actuelle, de réaffirmer notre volonté d'un développement maîtrisé et équilibré, respectueux de l'identité communale, de la qualité de vie des habitants et des impératifs environnementaux, d'insister sur la nécessité d'adapter le document aux réalités locales, notamment sur les questions de mobilité, équipement public et foncier, de souligner que le développement de projets structurants de mobilité, en particulier le RER métropolitain, doit être au cœur du SCOT pour répondre efficacement aux besoins réels des habitants et réduire la dépendance automobile. De demander que le présent avis soit annexé au dossier d'enquête publique et pleinement pris en compte dans le processus de révision du SCOT.
Voilà ce que je demande ce soir au conseil municipal. Est-ce que vous avez des interventions ou des questions? Merci, Madame Benvenuto. Nous ne prendrons pas part au vote de cette délibération. En effet, nous considérons qu'un avis sur ce qui engage nos concitoyens en termes d'urbanisme et de mobilité pour les 25 prochaines années doit être précédé d'un temps d'information et de réflexion nécessaire. Or, vous ne permettez à vos oppositions dont nous sommes que 5 jours de délai. Vous ne prenez même pas la peine de nous fournir les documents nécessaires à cette étude, c'est-à-dire l'ensemble des rapports servant à l'enquête publique en cours. Nous nous devons de vous rappeler le droit d'information fondamental du conseiller municipal. De la même façon, nous vous interrogeons sur le fait que nos communes ne mettent pas à disposition pour consultation un exemplaire papier du dossier d'enquête. Les miaulants apprécieront. Les miaulants vont apprécier que vous ne connaissez pas le sujet, parce que c'est pas nous le SCOT, hein, c'est la métropole. Donc il faut leur demander, vous les connaissez. Donc c'est pas moi qui vais vous fournir des documents que j'ai pas. Il faut aller les chercher, c'est la métropole. Nous on rend un avis sur le SCOT. Julien, tu peux compléter? Là, il y a une enquête publique en cours à disposition de l'ensemble des gens qui habitent la métropole. Et si à Nyons, il n'y a pas de dossier d'enquête publique, c'est que la ville ne fait pas partie. Ne fait pas partie des villes où on est mis à disposition le dossier d'enquête publique. Il y a un arrêté préfectoral avec la liste des villes à disposition, enfin des villes qui mettent à disposition, parce que ça a été fait par arrêté préfectoral. La ville où le dossier d'enquête publique est le plus proche de Nyons, c'est Saint-Priest. Après, il y a, je crois, Oulin, Caluire. En tout cas, sur l'ensemble du bassin de vie, il y a de mémoire une trentaine de villes, et la majorité des villes n'ont pas à disposition ce document. Il faut aller soit dans une ville qui est ville référencée, soit aller sur le site internet du SCOT. C'est pour ça que la volonté, comme l'a dit le maire, c'était de prendre position par un avis formalisé en conseil municipal. Et après, le débat est ouvert ce soir, et c'est dommage que vous ne participez pas au vote, parce que là, il y a quand même, une opposition à faire remonter, parce que c'est... Quel avenir on veut pour Nyons à l'échelle de 20 à 30 ans? En tout cas, ce soir, notre équipe municipale se positionne en disant qu'on ne se laissera pas faire sur l'identité de Nyons et les lotissements, où il est hors de question qu'on abandonne le modèle pavillonnaire, même si certains en font une affaire dogmatique de dire il faut faire la peau à la maison individuelle et à la piscine. C'est ce soir, en tout cas, qu'on affirme ce qu'on souhaite pour notre ville pour les 20 prochaines années. Et pour ajouter, vous savez, dans le magazine municipal, on a justement communiqué, parce que la métropole ne le fait pas assez, en disant « Allez voir l'enquête publique du SCOT ». On l'a fait. C'est dans le MAC de septembre. À partir du 15 septembre. Et puis, mais c'est pas moi qui fais la loi, c'est pas moi qui fais la loi de la métropole ou les règles de la métropole, le SCOT. Nous, on donne un avis, c'est pas nous qui gérons ça. Ouais. Donc, non mais, réécoutez ce que vous avez dit, parce que ce soir, normalement, on est tous d'accord sur ça. Qui veut 1500 logements sur la commune de Nyons? Où, quand, comment? Dans les zones pavillonnaires, ce que disait Julien, c'est une réalité. Ils nous ont présenté des cartes. Par exemple, monsieur Tartampion, il va vendre sa maison et on vous fait un bâtiment au milieu de votre quartier, de 3 étages. Mais c'est du délire, c'est du délire. Donc, et en plus, je l'ai rappelé ce soir, on n'oppose personne, mais qu'on ne nous prenne pas pour des idiots en fait. Nous, depuis le début, on essaye de faire une belle mixité, qu'on ne reproduise pas les erreurs du passé qu'on peut retrouver dans certaines villes, et qu'on retrouve les 3 types de logements. Parce qu'on nous a souvent dit, il y a l'accession propriété et le logement social. Non, accession à la propriété, logement social et logement locatif. Ceux qui ne peuvent pas aller en social et qui ne peuvent pas acheter, ils se retrouvent où? Dans du locatif. Donc on essaye, avec cette délibération-là, avec cette envie de protéger la ville, de la sauvegarder parce qu'on est tous attachés à cette ville à la campagne, normalement tout le monde devrait suivre. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas nous. Monsieur le maire, vous permettez que j'ajoute quelque chose? Oui, il y a peut-être Madame Hugonnet ou les oppositions avant. Madame Hugonnet, Monsieur Cataneo, vous êtes d'accord avec nous? Oui. Merci. Juste pour vous informer que je suis sur le site de la métropole du Grand Nyons, qui propose une enquête sur l'aménagement du territoire d'ici 2040, participer à l'enquête publique du 15 septembre au 24 octobre. Alors, donc je
pense que vous aviez, vous aviez, je pense, à disposition toutes les informations. Mais il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on se prononce aujourd'hui. Monsieur le maire nous a établi un certain nombre de choses, donc vous avez bien travaillé sur des dossiers, sur des informations. Nous, en tant que sur une réunion, M. Ménard. si vous me permettez, je ne vous ai pas interrompu. Ce que nous aurions aimé, c'est pouvoir en débattre avant. Parce que ce qu'il y a, c'est que là, aujourd'hui, on arrive, il faut qu'on donne un avis sur ce que vous nous avez présenté, il y a 5 jours. Au niveau de la métropole, si je ne me trompe pas, nous avons au conseil municipal un représentant de la métropole. Ça aurait été bien que, de façon à ce que tout le monde travaille dans le même sens, on ait une réunion d'information et qui nous tienne au courant de ce qui a pu se dire. Il n'y était pas, M. Cohen, là-dessus. M. Cohen, il n'y était pas. La réunion à laquelle j'ai assisté, elle était publique, en plus il me le signale. Et les présentations que je vous fais ce soir, c'est ce qu'il y a dans le rapport. C'est pas de transport sur la commune de Mions, 25 000 logements sur la zone Est et 2000 ou 1500 logements chez nous. Donc on n'est pas en train de mentir, c'est à disposition. Mais il n'y a aucun souci, mais je veux faire bien clair. C'est pas parce que nous ne participons pas au vote aujourd'hui que nous ne nous retrouvons pas sur un certain nombre de c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez, on a mais une posture je vous confirme politique. Ça, c'est une posture que je politique. fais ce que je veux. Mais oui, tout à fait, bah oui, c'est la moindre des choses. Et de la même façon, vous permettrez, avec un petit sourire, depuis 2 mandats que nous discutons ensemble, vous avez eu une analyse sur le logement qui a vachement évolué. Aujourd'hui, on ne peut être qu'être heureux qu'au bout de 2 mandats, on ait réussi à vous convaincre de l'utilité des logements sociaux. Alors que Monsieur Ménard, vous nous avez, voilà, tout à fait. vous n'avez pas convaincu sur rien du tout. Moi, je suis vous une grande avez personne. évolué, Je suis une grande très bien. personne. Il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ouais. Donc merci là-dessus, vous êtes très intelligent. Ouais. Allez, on passe au vote. On ne va pas s'éterniser. Qui est pour avis, pardon, oui, c'est pour avis. Soutenir. Qui est pour? On va se la faire. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. On participe pas au vote. Donc c'est pas une abstention, Madame Bendemou? Ah oui, pardon. Allez, c'est pareil, mais c'est pas grave. On y va. Merci. Délibération numéro 10. Avis défavorable sur le projet d'installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE, de la société Sarpi à Saint-Pierre-Champieu. Julien. Le groupe Sarpi est une filiale de Veolia spécialisée dans la gestion des déchets dangereux. Créée il y a une cinquantaine d'années, l'entreprise s'est développée autour des problématiques techniques et environnementales liées à ce secteur. Elle intervient en Europe dans le traitement et la valorisation de déchets présentant des risques pour la santé et l'environnement. Sarpi exploite environ 110 sites industriels répartis dans 10 pays. Actuellement, Sarpi exploite un site à Saint-Fond spécialisé dans le transit, le tri et le regroupement de déchets dangereux et non dangereux, le site étant devenu exigu. Sarpi souhaite transférer et développer cette activité sur son site de Saint-Pierre-de-Champieu, situé à une distance de 16 km. L'objectif est de réaménager les zones de stockage afin d'améliorer la sécurité, l'ergonomie et les conditions d'exploitation, d'augmenter les capacités de stockage, de diversifier les types de déchets traités et de se conformer à un nouvel arrêté préfectoral. Le nouveau site s'étendra sur une surface de 8 900 m² et au sein du site global Sarpi de 41 984 m². Il comprendra un bâtiment d'exploitation de 1300 m² avec des zones dédiées aux solvants, déchets à traces toxiques, solides combustibles, batteries et filtres, un bâtiment administratif de 300 m², des zones extérieures de stockage avec un auvent, benne, zone de pompage et infrastructures déjà existantes, comme le bassin de rétention et la cuve incendie de 400 m³ avec son local de pomperie, un parking pour les poids lourds. Les déchets admis incluent des solvants, des batteries, des filtres à huile, des déchets pâteux et souillés, des solides combustibles, des déchets à traces toxiques, ainsi que certains déchets non dangereux. Le montant des investissements prévus est d'environ 1 620 000 €. L'étude d'impact et de danger a soulevé plusieurs interrogations et points de vigilance. Sol et sous-sol, l'étude conclut à l'absence d'impact direct sur les sols et les sous-sols, mais la commune de Mions émet des réserves sur cette conclusion, compte tenu de la nature des produits et déchets dangereux qui sont manipulés sur le site et des risques potentiels de fuite ou de contamination.
Bruit et vibration, l'activité de transit et d'entreposage de déchets, combinée à l'augmentation du flux de poids lourds, est susceptible de générer un niveau de bruit et de vibration important, ce qui pourrait impacter le cadre de vie de la population. Au niveau de l'eau, les impacts sur la qualité de l'eau, en particulier sur un nappe phréatique situé à proximité immédiate d'une carrière, n'apparaissent pas suffisamment maîtrisés par les mesures proposées dans l'étude d'impact. Au niveau du trafic routier, le projet entraînera une augmentation significative du trafic de poids lourds, ce qui pourrait engendrer des risques supplémentaires et des nuisances pour la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, mais également pour les communes riveraines comme la nôtre qui subit déjà un fort trafic routier. Sécurité publique, l'étude de danger identifie un risque probable d'incendie dans la zone de stockage. Ce risque, même si les effets directs sont considérés comme limités au site, est une menace pour la sécurité publique et l'environnement. Un tel événement entraînerait dans l'atmosphère de gaz dangereux et pollués, une pollution qui n'a pas de frontières et affecterait potentiellement une zone plus large. L'activité du site, qui relève de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, nécessite une autorisation environnementale et une évaluation environnementale. En application de l'article R181-18 du Code de l'environnement, la commune de Mions est consultée pour émettre un avis. Considérant que la nature des activités et les risques de pollution et de nuisance identifiés dans l'étude d'impact ne sont pas compatibles avec la vision de développement durable de la commune, considérant que le dossier tel que présenté ne fournit pas de garantie suffisante pour la protection des sols, sous-sols et de la nappe phréatique, considérant que les nuisances sonores et le risque incendie représentent des menaces pour la sécurité, la santé et le cadre de vie des habitants, je propose au conseil municipal d'émettre un avis défavorable à la demande d'autorisation environnementale de la société SARPI telle que présentée. Pour information, on s'aligne sur la position de la ville de Saint-Pierre-de-Chandieu, et quand on émet des avis défavorables, ce n'est pas à l'encontre d'une société, d'une activité économique, mais pour faire un pendant avec ce qu'on disait avant, c'est comment on envisage le territoire à 20 ou 30 ans, si l'idée c'est de continuer à développer de l'habitation, comment on fait pour concilier ces activités avec des habitations à l'échelle de 20 ou 30 ans. On peut prendre l'exemple de Mions, où on a quand même pas mal de nuisances et des habitations qui se sont faites ces 30-40 dernières années à proximité de risques immédiats. Pour rajouter, Julien l'a très bien dit, mais Saint-Pierre-de-Chandieu, ils ont juste une société qui brûle au moins 10 fois par an. Tout le monde la connaît. Ça s'appelait Purfer à l'époque. Si c'est pour repartir sur quelque chose de pareil qui vient nous mettre des fumées toxiques et puis nous mettre des camions sur la route qui... moi, j'ai souvenir quand même d'une intervention assez particulière sur la route départementale qui est entre Besson et Saint-Pierre-de-Chandieu où une demoiselle qui n'a rien demandé, qui venait récupérer ses cartons à Ikea, le camion a percuté le véhicule et elle est morte sur le coup. Donc on va éviter au maximum ces choses-là sur la commune, et Julien l'a très bien dit. C'est pour ça aussi, en alignement avec Saint-Pierre, qu'on donne un avis défavorable. Y a-t-il des interventions? Très bien. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Délibération numéro 11. Approbation d'une convention territoriale globale, dit CTG, avec la Caisse d'allocation familiale du Rhône pour la période 2025-2028. Élodie Carrière-Mario. Merci, monsieur le maire. La ville de Mions poursuit son engagement fort en faveur des familles, des enfants et de la jeunesse avec la signature d'une nouvelle convention territoriale globale avec la Caisse d'allocation familiale du Rhône pour la période 2025-2028. Cet outil de partenariat vise à renforcer la cohérence et l'efficacité des actions menées pour les habitants, en mobilisant tous les acteurs du territoire autour d'un véritable projet social partagé. Depuis 2020, la CTG a permis de soutenir et développer de nombreux dispositifs essentiels. Petite enfance, fonctionnement des 2 établissements municipaux d'accueil des jeunes enfants, du relais petite enfance, mais aussi un réseau complet de crèches privées et d'assistants maternels qui assure à Mions un taux de couverture supérieur à celui de la métropole. Éducation et enfance, une politique volontariste avec une ATSEM à temps plein par classe, des horaires périscolaires élargis, un accueil de loisirs jusqu'à 150 enfants, des écoles modernisées, végétalisées et rendues plus accessibles, et un projet éducatif territorial garantissant la cohérence éducative locale. Jeunesse, mise en place d'un accueil ado, création du conseil municipal des jeunes, aide financière spécifique, autant d'initiatives qui renforcent l'engagement citoyen et l'accompagnement des jeunes violents. Parentalité, déploiement du contrat local d'accompagnement à la scolarité,
et mise en œuvre d'actions ciblées pour soutenir les familles confrontées à des difficultés éducatives. Accompagnement social, renforcement du rôle du CCAS et des dispositifs de proximité pour améliorer l'accès aux services publics, réduire les inégalités territoriales et offrir des solutions adaptées aux besoins locaux. Les résultats de la précédente convention 2020-2024 sont clairs. Des services renforcés, des ressources optimisées et une véritable capacité d'adaptation aux besoins évolutifs de la population. La nouvelle CTG 2025-2028 permettra de consolider des acquis et d'aller encore plus loin autour de 3 grandes priorités souhaitées par Monsieur le maire et l'équipe municipale. Renforcer les partenariats et la coordination entre la ville, la CAF et les acteurs locaux pour garantir une offre cohérente et visible. Développer et adapter l'offre d'accueil pour répondre aux besoins des familles, notamment en petite enfance, périscolaire et jeunesse. Favoriser l'inclusion et l'accompagnement de tous les publics avec une attention particulière portée aux enfants à besoins spécifiques, aux familles fragilisées et à l'égalité d'accès aux services. En signant cette nouvelle convention, Nyons affirme une nouvelle fois sa volonté de mettre les familles, les enfants et les jeunes au cœur de son action municipale. Ce partenariat avec la CAF est un levier financier, technique et humain pour déployer des projets ambitieux et concrets au service des habitants. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention territoriale globale avec la CAF pour la période 2025-2028. Merci Loïc. Y a-t-il des questions, interrogations? Et moi je vais juste rajouter. Pour la nouvelle CTG, la ville renouvelle son engagement et ses ambitions au bénéfice de la petite enfance, tu l'as rappelé, de l'enfance, de la jeunesse, les familles, avec sur l'année 2025 déjà de très nombreux projets engagés, formation des personnels petite enfance et assistantes maternelles du territoire, organisation de portes ouvertes des structures petite enfance, recrutement d'AESH sur le temps périscolaire, lancement des études d'agrandissement du centre de loisirs, ouverture d'une structure jeunesse, tu l'as dit, chantier jeunes, augmentation des jeunes financés pour le BAFA, aide aux révisions du brevet, extension de la prime mention très bien au CAP et BP et ouverture d'un LAEP. Si je peux me permettre, le LAEP a été ouvert et on a accueilli en seulement 2 heures 5 familles, une réussite. C'est qu'il y avait réellement une attente et un besoin. Donc on est dans le vrai et avec l'appui de la CAF, à la fois financeur et partenaire, la commune elle affirme son projet social de territoire. J'ai nommé Elodie comme référente auprès de la CAF et de la Convention territoriale globale. Bien sûr, on a tous les autres élus sur les différentes délégations support qui travaillent aussi avec, mais Elodie sera l'élu référent. Merci pour cette présentation. Et si personne n'a rien à dire, qui est pour? À l'unanimité. Délibération numéro 12, autorisation de signature de la convention de mise à disposition de la piscine intercommunale muroise pour l'année scolaire 2025-2026. Nicolas. Merci. L'apprentissage de la natation est une priorité nationale inscrite dans les programmes scolaires. Pour y répondre, la ville de Nyons organise chaque année des séances de piscine pour les élèves de CP et CE1 de toutes ces écoles. Grâce à la convention passée avec la piscine intercommunale muroise, chaque classe bénéficie d'un cycle de natation à raison d'une séance par semaine pendant un trimestre. En 2024-2025, c'est 366 enfants qui ont pu bénéficier de ce dispositif Savoir nager financé par la commune à hauteur de 36 000 €, incluant les frais de piscine et de transport. Je propose au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition de la piscine intercommunale muroise pour l'année 2025-2026 avec le syndicat intercommunal murois et toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de ce projet pédagogique et de dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2025 et suivant. Merci Nicolas. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? À l'unanimité. Merci pour les enfants. Délibération 13 activités sur les temps scolaires et périscolaires pour l'année 2025-2026. Nicolas Andriès. Merci. La ville de Nyons poursuit son engagement en faveur de la réussite éducative en proposant pour l'année scolaire 2025-2026 un large programme d'activités culturelles, artistiques, sportives sur le temps périscolaire et scolaire. Au menu, initiation à la musique pour près de 900 élèves grâce à l'école de musique de Nyons, des ateliers d'échecs, des ateliers de chant et théâtre, et cette année une nouveauté avec l'initiation à l'anglais proposée au CM2 par l'association Nyons Réussite Solidarité.
Côté sport, les clubs municipales et les associations locales accompagneront les enfants dans la découverte et la pratique sportive tout au long de l'année. Ces actions coordonnées avec le pôle famille et intégrées en projet éducatif de territoire permettront à tous les élèves de CP au CM2 de bénéficier d'activités enrichissantes et accessibles. L'ensemble du dispositif représente un investissement de 34 137 € pris à charge par la commune, qui confirme ainsi sa volonté de garantir une offre éducative, culturelle et sportive de qualité pour les enfants violents. Je propose donc au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer les conventions de partenariat avec les opérateurs évoqués ci-avant, dont les projets sont annexés, et d'autoriser M. le maire à payer toutes les actions proposées par les partenaires sur la présentation de justificatifs. Merci Nicolas. Y a-t-il des questions ou interventions? On voit apparaître l'anglais. Très bien. On veut de l'excellence dans nos écoles, donc puis on va aller encore plus loin la prochaine fois. Il n'y a pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Pour les enfants, encore une fois. Pour les enfants, oui. Merci pour les enfants et leur avenir. Délibération 14. Bourse de soutien aux jeunes sportifs de haut niveau. Anaïs Montibert, Chloé Riboulon et Nelson Lopez-Pourtier. Et le rapporteur est M. Jean-Michel Saponara. Merci Monsieur le maire. Donc il y a une toute petite coquille, c'est indiqué bourse annuelle, ce n'est pas une bourse annuelle, c'est une bourse en 2025. Soutien aux jeunes sportifs de haut niveau, donc comme l'a dit Monsieur le maire, Anaïs Montibert, Chloé Riboulon et Nelson Lopez-Pourtier. Dans le cadre du conseil municipal du 2 juillet 2025, la délibération 2025-088, dont l'objet était la mise en place du dispositif de soutien aux jeunes sportifs de haut niveau, a été votée à l'unanimité. Nyons, ville active, sportive, s'engage à développer l'accès au sport pour l'ensemble de la population, en diversifiant l'offre et en organisant des événements accessibles qui encouragent la participation de chacun, quel que soit son âge ou son niveau. Sur ce sujet, la structuration de l'offre sportive sur le territoire est une priorité, avec l'aménagement d'infrastructures modernes et adaptées, ainsi que le développement de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Fort de cet engagement, et conformément à cette délibération, il a été proposé à la commission sport et jeunesse, qui s'est tenue le 15 septembre de cette année, de soutenir les sportifs violents suivants. Anaïs Montibert, membre du club de l'équipe de France, de l'équipe de Saint-Priest de natation, qualifiée pour ses premiers championnats d'Europe junior avec l'équipe de France en 2024, et récemment qualifiée pour les championnats de France senior. Elle vient d'intégrer l'université américaine de Denver afin de réaliser son objectif de qualification aux prochains Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Malgré l'obtention d'une bourse d'études, les dépenses que demande le sport de haut niveau ne sont pas toutes prises en charge. Chloé Riboulon, judoka Yolande au parcours exceptionnel, poursuit son perfectionnement depuis 1 an et demi à l'INSEP, Centre olympique français, avec l'objectif d'atteindre des sommets dans sa discipline. Le parcours exigeant dans lequel elle s'est lancée entraîne des dépenses pour le sport de haut niveau qui ne sont pas toutes prises en charge. Et le troisième sportif, Nelson Lopez-Pourtier, membre de l'équipe de France d'escrime et vise une qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Pour cela, il s'entraîne à l'INSEP, Centre olympique français, mais également dans un club du Val d'Oise. Les dépenses que demande le sport de haut niveau ne sont pas toutes prises en charge par la fédération et les sponsors. Le reste à charge pour chacun de ces sportifs sont conséquents et c'est la raison pour laquelle toutes les formes d'aide sont importantes dans la réussite de leur objectif. La délibération du 2 juillet 2025 prévoyant un montant d'aide pouvant être compris entre 300 et 800 €, il est proposé d'accorder la somme de 800 € pour chacun des 3 violents cités en soutien de leur parcours sportif. Vu la création du dispositif de soutien aux jeunes sportifs de haut niveau, je vous propose d'attribuer une bourse de 800 € à Anaïs Montibert, d'attribuer une bourse de 800 € à Chloé Riboulon, et enfin d'attribuer une bourse de 800 € à Nelson Lopez-Pourtier, et de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Merci. Merci Jean-Michel. Y a-t-il des questions? Très bien. Petit commentaire, certains se targuent de connaître les sportifs une fois qu'ils ont gagné une médaille. Nous, l'objectif, c'est qu'on les aide au maximum. Qui gagne une médaille, ensuite on sera content de les recevoir dans la ville. Là, on pourra dire qu'on a tous aidé collectivement à leur réussite. Et ce sera sans doute une fierté pour tout le monde. Qui est pour? Si vous permettez, monsieur le maire, commentaire pour commentaire. Il est quand même dommage qu'après les Jeux Olympiques que nous avons mis en place, on soit encore, nous, municipalités, obligés de mettre la main à la poche pour aider les sportifs. Vous n'êtes pas sans savoir que les budgets de toutes les fédérations sportives sont en baisse. Donc quand on dit que
les Jeux Olympiques, on en est plutôt tous très très fiers, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne se termine pas le jour où la flamme elle s'éteint. Il faut continuer à soutenir toutes les associations sportives et encore une fois, l'État se désengage. Nous voterons pour puisque nous considérons que c'est le rôle de la municipalité de leur venir en aide. Et ce qu'il y a, c'est que si au niveau du gouvernement, il pourrait y avoir un peu de cohérence, ça serait une bonne chose. Merci. C'est pour ça que je n'ai pas fait venir la ministre des Sports. Mais oui, mais moi, ce n'était pas une amie. Non, c'est parce que j'étais pas en adéquation avec la baisse des subventions aux différentes fédérations et le non-soutien depuis des dizaines et des dizaines d'années par l'État français aux sportifs de haut niveau. On se plaint de ne pas avoir trop de médailles, on n'a qu'à regarder d'autres pays qui, eux, à l'école, ont des infrastructures de qualité dans les universités ou collèges, et c'est avec ça qu'on réussit à faire des sportifs de demain. Donc on est tous d'accord pour dire que la ville vient les aider. On avait voté, pas encore? Qui est pour? À l'unanimité. C'est trop bien quand on est tous d'accord. Délibération 15, versement d'une subvention exceptionnelle à l'association gymnastique rythmique de Mions. Jean-Michel. Merci, monsieur le maire. On reste dans le sport de niveau quand même. Cette demande de subvention exceptionnelle vient confirmer l'engagement de la ville de Mions dans l'accompagnement de sport de haut niveau. Il a été proposé à la commission sport et jeunesse qui s'est tenue le 15 septembre 2025 de soutenir 2 gymnastes Miolande gym rythmique en devenir, Noémie Omedeille, née en 2015, et Camille Cousin, née en 2015 aussi, gymnaste au sein de l'association sportive gymnastique rythmique de Mions, évoluent au niveau national, le plus haut niveau en France pour leur catégorie d'âge. Camille et Noémie sont régulièrement en déplacement dans la région et en France, sélection régionale, pour des stages de perfectionnement et des revues d'effectifs, stages interrégionaux, entraînant un véritable coût. Le reste à charge est conséquent et c'est la raison pour laquelle toutes les formes d'aide seront importantes dans la réussite de leur progression en haut niveau. Aussi, une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € est nécessaire à cette association pour accompagner et soutenir le duo Noémie Omedeille et Camille Cousin dans leur parcours sportif. Je vous propose donc d'attribuer la subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € à l'association gymnastique rythmique de Mions. Merci. Merci Jean-Michel. Des questions? Alors, on l'avait dit, régional, national, européen, mondial. On aide les sportifs au maximum sur la commune. Qui est pour? Tout le monde, j'en doute pas. À l'unanimité, merci. Délibération 16. Michel, il parle beaucoup. Subvention exceptionnelle pour un danseur violent de la Shine Academy. Vive le sport. Merci, monsieur le maire. L'association sportive Shine Academy, par le biais d'un danseur miaulant, Thomas Ravanello, va prochainement participer au championnat du monde de bachata qui auront lieu au Mexique pour représenter la France en décembre prochain. Afin d'alléger les coûts de transport, d'hébergement, de logistique et de permettre aux danseurs miaulants de l'association Shine Academy de représenter la commune de Mions ainsi que la France dans les meilleures conditions, une demande de subvention exceptionnelle est demandée pour un déplacement au Mexique dans le cadre d'une compétition internationale de danse. Aussi, une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € est nécessaire à cette association pour la participation à cette compétition en décembre 2025. Je vous propose donc d'attribuer la subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à l'association Shine Academy. Merci. Merci Jean-Michel. On a pu apprécier sa danse lors des vœux en début d'année. Qui est pour? À l'unanimité. Merci pour lui. Délibération numéro 17, rapport de la commission communale d'accessibilité, Élodie Caherman. Merci, monsieur le maire. La commission communale pour l'accessibilité, mise en place conformément à la loi du 11 février 2005, a présenté son rapport annuel pour la période d'octobre 2024 à juin 2025. Ce rapport dresse un état des lieux de l'accessibilité à Mions et met en valeur les actions menées. Mise à jour du site de la ville avec un onglet dédié inclusion et accessibilité, audit de l'RP privé avec sensibilisation des commerçants, développement du réseau inclusion handicap, ainsi que le retour d'expérience positive sur la semaine olympique et paralympique et les Myolympiques 2025. La CCA poursuit ainsi son rôle de veille, de proposition et de coordination pour améliorer l'accessibilité des espaces publics, bâtiments et services et pour favoriser la participation de toutes et tous à la vie communale. Le conseil municipal est invité à prendre acte de ce rapport. Merci Élodie. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Délibération numéro 18, convention de partenariat relative à quelque chose dont nous sommes très fiers, c'est la Maison des Aidants, le Cocon.
à vous. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de leur politique de santé, la ville de Mions et son CCAS ont souhaité porter une structure novatrice au bénéfice de ceux qui aident leurs proches. De cette idée est né le cocon, pensé comme un refuge modulable, chaleureux et ouvert aux aidants. Le cocon accueille pour faire une pause, pour prendre soin, pour faire face, pour être soutenu. Ce projet initié dès 2024 a pu voir le jour en septembre 2027. La commission des financeurs de la métropole, l'ARS, la métropole aidante, le CRIAS, KPORA, l'AGER-Clarco, France Parkinson, France Alzheimer, le service funéraire, la Poste Brindille ou encore une souris verte ont tous apporté leur soutien à ce projet. Pour renforcer la synergie des différents partenaires acteurs du projet, la ville de Mions et le CCS ont souhaité étendre le bénéfice de la maison Le Cocon aux aidants des communes voisines, Marennes, Chaponnet, Toussieux et Saint-Pierre-Chandieu. Ces communes, en retour, s'engagent à participer financièrement au coût de fonctionnement de la structure à raison de 1 euro par an et par habitant. À ce jour, après 2 semaines d'ouverture, nous avons 60 bénéficiaires qui ont pris contact et rendez-vous pour des rendez-vous personnalisés et 50 participants aux divers ateliers tenus. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire Michael Paco à signer la convention partenariale entre le CCAS de Mions et les villes de Mions, Marennes, Chaponnet, Toussieux et Saint-Pierre-de-Chandieu pour la mise à disposition du cocon, la maison des aidants, aux habitants des communes membres. Daté que les communes partenaires participeront à hauteur de 1 euro par an et par habitant pour aider au fonctionnement de la maison des aidants au bénéfice du CCAS de Mions. Merci Josiane. Y a-t-il des questions ou interventions? On a fait une très belle inauguration il y a plus d'une semaine et demie et puis merci aux villes d'avoir répondu à notre appel, ce qui réduit les coûts et puis qui permet aussi de voir cette problématique-là, aider les autres au niveau du territoire, et c'est tout ce qu'on cherchait. C'était naturel qu'on fasse cette convention. Qui est pour? Monsieur Ménard? Oui, je trouve que c'est une très très bonne chose. Nous sommes très heureux de pouvoir voter pour cette délibération. C'est quelque chose qui manquait peut-être, et c'est quelque chose qui va faire énormément de bien à des familles qui sont très en difficulté. Je voudrais profiter de ça pour remercier Madame l'adjointe Bromillet Fouad pour le travail qu'elle fait avec son équipe au niveau du CCAS. J'ai la chance de participer à une commission qui fonctionne bien, donc quand ça fonctionne bien, il faut le dire. C'est la commission permanente du CCAS, et je voudrais publiquement vous remercier pour tout le travail qui est fait. Donc faites-le passer aux membres et au personnel municipal. Oui. Et c'est la commission municipale, je crois, qui travaille le plus dans l'ombre. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas énormément d'articles, mais on n'a pas besoin de ça. Et par contre, un travail exceptionnel est fait. Donc c'est un travail de l'ombre, mais c'est celui qui vient faire le plus de bien à des gens qui sont très très en difficulté. C'est des commissions qui durent 1 heure, 1 heure et quart. Et c'est là on voit toute la détresse qu'il peut y avoir sur un certain nombre de miaulants. La difficulté que certains miaulants ont à vivre ou à survivre. Et par le biais de Madame l'adjointe, un certain nombre d'aides sont faites. Et voilà. Alors c'était pas prévu du tout, c'était pas du tout écrit, mais profitons. Et puis quand une commission, enfin la seule, fonctionne bien, autant le dire, et je vous félicite encore. Merci pour la commission du CCS et mon adjointe et l'ensemble des membres. C'est toujours plaisant d'avoir des félicitations. Très bien. Qui est pour? Tout le monde, je suis sûr. Merci à l'unanimité. Délibération numéro 19. Dénomination du nouveau square situé à l'angle de l'avenue des Tilleuls et de la rue du 23 août 1944, qui n'est pas encore terminé, on attend les plantations. Square Lucie Aubrac, et c'est Julien Guiguet qui nous en parle. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la volonté de la commune de Mions de rendre hommage à une figure majeure de la résistance française, vu les travaux en cours démarrés en mai 2025 de création d'un square à l'angle de l'avenue des Tilleuls et de la rue du 23 août 1944 et qui sont bientôt achevés,
Vu la symbolique du lieu, situé à proximité de la rue du 23 août, date à laquelle plusieurs résistants et civils furent exécutés par les troupes nazies en 1944, considérant que Lucie Aubrac, figure de la résistance lyonnaise, femme libre et engagée, incarne des valeurs de courage, de dignité et de transmission, considérant que ce square est un lieu propice à la mémoire, à la plénitude et au recueillement, que ce square pourrait être un hommage à Lucie Aubrac, résistante au cœur ardent, femme libre dans un monde enchaîné. Elle incarne l'esprit de refus, de courage et de fidélité à la justice. Que ce lieu soit un jardin de mémoire où chaque pas rappelle que résister est un verbe du présent. Elle disait, le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Je propose au conseil municipal de dire que le square situé à l'angle de l'avenue des Tilleuls et de la rue du 23 août 1944 est officiellement dénommé Square Lucie Aubrac, résistante, femme libre, mémoire vivante. Merci Julien. Y a-t-il des questions ou interventions? Très bien. Qui est pour donner le nom de ce square à cette femme engagée, résistante, courageuse? À l'unanimité du conseil municipal, merci. Délibération numéro 20, dénomination du parc de la rue du 11 novembre 1918. Parc Jacques Chirac. Rapporteur Julien Guiguet. Merci Monsieur le maire. De la création du parc de la rue du 11 novembre 1918, d'une superficie d'environ 5000 m², véritable écrin de verdure au cœur de la ville, au service de la nature et de la convivialité, et dont les miaulants se sont déjà bien appropriés, vu la volonté de la commune de Mions de valoriser ses espaces publics et de rendre hommage à des personnalités marquantes de l'histoire nationale, qu'à ce titre, il est proposé que ce parc porte le nom de Jacques Chirac, président de la République française de 1995 à 2007, figure emblématique de la vie politique française, défenseur de la cohésion sociale et de la proximité territoriale. Je pense que le maire ajoutera des choses. Moi, j'en profite pour dire que c'était aussi un homme engagé en faveur de l'environnement. Je propose au conseil municipal de dire que le parc de la rue du 11 novembre est officiellement dénommé Parc Jacques Chirac. Y a-t-il des questions ou interventions? M. Ménard. Non, mais c'est ce que j'ai dit en commission des présidents. Si à ce niveau-là, il avait pu y avoir une commission avec la majorité et l'opposition simplement pour en discuter, je trouve que ça aurait été une manière d'impliquer l'ensemble du conseil municipal, donc c'est très très bien. Puis comme je vous l'ai dit, si un jour vous avez une impasse, j'ai 2-3 idées de nom. Merci Monsieur Ménard. Et moi je voulais juste rajouter quand même par ces temps, et c'est hyper important de le dire, on avait une figure de la Ve République, celle que beaucoup veulent voir tomber en ce moment, un président de la République, Jacques Chirac, Premier ministre, c'est le plus populaire. Et c'est très rare de nos jours d'avoir un président de la République populaire. C'est, y compris après son départ, c'était quelqu'un de chaleureux, de proximité, qui aimait le terrain, dont c'était moins, mais c'était beau. Et c'est quelqu'un aussi qui avait dit non à l'engagement de la France en 2003 en Irak, si vous vous rappelez, avec la pression de tous les autres pays. C'est quelqu'un qui a reconnu aussi officiellement la République, du moins qui a reconnu la responsabilité de la République française dans la déportation, et c'était en 1995 dans le discours du Vendiv. Bref, déportation des Juifs. C'est quelqu'un qui avait une certaine idée de la France. Une idée qu'on regrette peut-être aujourd'hui quand on voit le comportement de beaucoup. Et pour nous, ça paraissait naturel de nommer ce parc en centre-ville Jacques Chirac. Et puis, comme avant, Lucie Aubrac, figure de la résistance. Résister en ce moment, c'est pas trop mal. Voilà le petit commentaire. Madame Benvenuto. Oui, juste ajouter que c'était aussi quelqu'un qui avait, en matière de politique internationale, énormément œuvré pour avoir enfin une paix au Moyen-Orient. Très bien. Et sans oublier non plus, on aurait plein de choses à dire sur M. Chirac, que c'était quelqu'un qui avait été très très clair sur les alliances ou les proximités avec l'extrême droite. Il avait pris des positions qui étaient très très claires et j'aimerais que l'ensemble du conseil municipal puisse partager. C'était un autre temps, M. Ménard. Qui est pour? Les valeurs ne changent pas avec le temps. À l'unanimité, merci. Et écoutez, on a épuisé l'ensemble des
des points qui étaient au menu de ce jour. Il fallait qu'on passe. Et on va passer maintenant aux questions. Alors, il n'y a pas de questions pour la majorité, question des oppositions. Monsieur Ménard pour le groupe Uni pour Nyons. La première question. Vous nous avez récemment présenté le futur complexe tennistique de la ville de Nyons. Ce projet d'ampleur sportive significative, mais aussi de coûts financiers très, voire trop importants, devrait voir le jour d'ici 2027. Cet équipement devrait être doté de 8 terrains de tennis, dont 3 couverts, 2 terrains de padel couverts et d'un pôle à hausse de 200 m². Dans son appel à candidature pour la conclusion d'un marché public global de performance, la commune évoque comme obligation l'exploitation et la maintenance de l'équipement. Est-ce à dire que la société retenue se verra confier la gestion des coûts et des équipements divers du complexe et selon quelles conditions financières en faveur de la commune? Si tel ne devrait pas être le cas, la commune fera-t-elle sienne la gestion du complexe tennistique? À défaut des 2 précédentes options, la commune confiera-t-elle la gestion à un tiers avec mise en place d'une délégation de service public et sous quelles conditions financières? Je vous réponds. Monsieur Saponara, vous avez présenté le beau projet. Effectivement, la ville, elle porte un projet de création du complexe tennistique en cohérence avec les ambitions sportives qu'elle porte à destination de tous les Miolans et pas seulement du club de tennis de Nyons, qui est le 4e club en termes de résultats de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour sa construction, la forme du marché qui a été retenue, c'est le marché global de performance qui allie de nombreux avantages, une optimisation des coûts grâce à un contrat unique, une procédure accélérée puisque les titulaires de travaux sont déjà connus, et un projet ambitieux en termes de performance énergétique avec un bâtiment à consommation neutre en énergie grâce aux panneaux photovoltaïques qui seront installés. Concernant l'exploitation et la maintenance que vous évoquez, cela signifie que le constructeur est responsable techniquement du bâtiment pendant 2 ans, renouvelable une fois. Il s'occupera de la maintenance des équipements techniques et fera son affaire de tous les dysfonctionnements éventuels. Une garantie pour la commune d'un équipement énergétiquement fiable. Concernant l'exploitation sportive du bâtiment, que la commune choisisse de déléguer la gestion ou de l'assurer elle-même, je peux vous garantir une chose, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce projet, le complexe tennistique rapportera de l'argent à la commune, et oui c'est rare, une collectivité qui fait quelque chose et qui rapporte de l'argent. Mais écoutez, c'est tout ce qu'on veut maintenant. Son coût d'exploitation sera largement amorti par les économies d'énergie issues des panneaux et des recettes issues de la location des terrains de paddle, par exemple. Je vous l'assure, ce projet sera rentable pour la commune et bénéficiera, comme j'ai rappelé au début, à tous les Miolans. J'ai rencontré le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui devrait bientôt se déplacer sur la commune pour annoncer le montant du financement de la région pour cette future infrastructure. Comme je vous l'avais dit, on demande également aux fédérations de tennis. Et puis, je l'ai dit juste avant, c'est quelque chose qui rapportera de l'argent chaque année et on n'est pas en train de parler de 1000 ou 2000 euros. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Le paddle, ça cartonne, c'est en vogue. Voilà, c'est tout l'objectif de la ville, de faire des choses qui derrière nous rapportent un peu d'argent. Voilà, pour ma réponse. Votre deuxième question? Oui. Merci. Monsieur le maire, par 2 fois lors de réunions de conseil municipal, nous vous avons proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle pour venir en aide aux enfants de Gaza qui souffrent tellement aujourd'hui. Vous avez refusé en proposant à la place une subvention en faveur des enfants du monde. À aujourd'hui, rien n'a encore été fait. Alors que la France reconnaît l'existence de l'État palestinien, nous profitons de ce moment historique pour réitérer notre proposition de venir en aide aux enfants de Gaza. Si besoin est, nous vous proposons un vote à main levée de l'ensemble des conseillers municipaux afin de valider cette proposition humaniste. Merci. Bien, monsieur Ménard, ma réponse, en espérant ne plus avoir la question, parce qu'il m'avait semblé avoir été clair la dernière fois. Nous l'avons toujours dit, il n'apparaît pas possible pour nous de choisir dans le malheur des enfants. Nous souhaitons un projet global et avec du sens, nous vous l'avons dit, et de l'engagement au-delà d'un simple envoi de dons ou à une quelconque association qu'on ne connaît pas. Soutenir l'enfance, défendre l'intérêt des plus fragiles est un engagement à part entière, avec un programme et des actions multiples en face.
Et c'est dans ce cadre que nous avons fait le choix de travailler avec l'UNICEF dans le programme Ville Amis des enfants. Le prochain appel à projet ouvrira en 2026. Les services travaillent déjà activement à cette candidature. On s'est rapproché, je vous l'avais dit la dernière fois, de la ville de Dessines. On ne pouvait pas candidater en 2025. C'est tous les 2 ans ou 3 ans. Donc la prochaine candidature, c'est en 2026. En fait, dans la vie de tous les jours, et je pense qu'on fait tous pareil, on ne choisit pas qui on va aider. Moi, c'est dans mon job depuis 25 ans. J'aide tout le monde, toutes celles et ceux qui en ont besoin. Et on réagit pareil sur la commune, en se disant pourquoi cibler une catégorie d'enfants et ne pas parler du Darfour, du Niger, du Sierra Leone, etc. Et avec l'UNICEF, l'idée c'est vraiment hors de toute polémique, parce que c'est ce qu'on ne veut pas, c'est aider tous les enfants du monde qui en ont besoin. Et bien sûr que tout le monde est d'accord autour de la table pour dire stop à la guerre, de partout dans le monde, et qu'on vive dans un pays en paix. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Il n'y a pas de... Voilà ma réponse à vos 2 questions. Madame Hugonnet ou Monsieur Cataneo. Merci, Monsieur le maire. Comme première question, nous avons eu plusieurs remontées d'informations qui concernent des dégradations et même des vols aux véhicules dans les secteurs de l'ancienne poste. Pourriez-vous nous faire un bilan sur le nombre total de caméras et sur la quantité d'incidents et signalisations qui ont pu être résolus grâce à l'utilisation des caméras de vidéosurveillance? Allez, on est parti. On s'était mis d'accord avec monsieur Moreau. Bon, le nombre de caméras, c'est 140, c'est connu. Après, vous nous avez dit, mis dans votre question, qu'il y avait des vols vers l'ancienne poste. Écoutez, j'ai repris quelques quand même rapports de la police municipale et de la gendarmerie. Je n'ai pas eu forcément écho de ça. Oui, forcément, comme dans toutes les communes, et on peut se dire qu'ici, il y en a moins qu'ailleurs, ça c'est clair. Parce que, justement, on a des caméras et un dispositif qui fonctionne. Quand ils viennent à Mions, c'est ici qu'ils se font toper. Ils se font attraper, c'est clair. Il y a des gros réseaux qui sont démantelés. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire parce qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les caméras fonctionnent bien. On est toujours entre 75 et 77% de positivité. Même on est monté à 82% sur le mois de juillet. Donc positivité, c'est vous avez un fait déclaré, parce qu'il faut une plainte pour qu'on puisse relire les caméras. Une plainte, une relecture, et le taux de positivité, c'est les éléments qu'on peut donner. Voilà. Sur 200 relectures, par exemple, on a entre 75% et 80 ou 82% d'éléments positifs à donner à la gendarmerie et police nationale. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a énormément d'unités qui viennent nous voir parce qu'on est un secteur où ça passe et que c'est toujours à Mions le point de chute, et on en est très fiers parce que ça fonctionne. Et dernière chose que je voudrais dire, c'est que les caméras, tellement qu'elles fonctionnent bien, celui des fois qui essaye de cramer sa bagnole, manque de peau pour lui et que c'est une escroquerie à l'assurance et que c'est vers une caméra, bingo. La dame qui s'est fait voler son collier, et celui qui lui a volé et qui est reparti à bord d'un véhicule, bingo. L'accident de circulation où la personne qui chute sur la voie publique renversée sans doute par un véhicule, ça nous permet de voir si c'est vrai, bingo. Et puis les cambriolages. Il y en a tellement à des endroits stratégiques de la ville, et c'est hyper important, quand on n'a rien à se reprocher, on s'accule dans la ville, il y en a de partout. Il y en a de partout à des endroits stratégiques pour éviter justement de se retrouver dans des situations comme d'autres villes où c'est incontrôlable. Voilà. Mais on a un beau dispositif de caméra, et c'est pour ça qu'on a passé aussi la délibération avant pour accélérer ce dispositif, parce que c'était une demande de certains habitants. Je pense notamment à 2-3 secteurs qui souhaitaient des caméras à proximité. Voilà ma réponse. Pour la compléter aussi, les escroqueries, les personnes qui viennent derrière d'autres personnes, vers les banques, pour leur voler les cartes, etc. Ça, on a réussi à tomber un beau réseau, voilà, grâce aux caméras de vidéosurveillance. Comme deuxième question, pourriez-vous nous faire un état des lieux sur le projet d'extension de l'accueil des loisirs sans hébergement à LSH, autrement appelé centre de loisirs? Quelles sont les pistes de réflexion? Nicolas. Monsieur Cataneo, vous étiez présent au dernier conseil municipal le 2 juillet, vous avez d'ailleurs, si nous ne serons pas voté favorablement sur la délibération 22, on faisait justement des demandes de subventions. On était le 2 juillet, aujourd'hui on est le 25 septembre, on demande des subventions auprès de la métropole, auprès de la région, auprès de la CAF. Aujourd'hui je ne peux pas vous présenter de projet puisque forcément on n'a pas de retour de tous ces partenaires. Et sans budget, je ne peux pas vous présenter un projet qui évoluera en fonction de l'enveloppe budgétaire. Donc oui, il y avait un projet. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire en l'état où ça en est. Il y a quelques pistes techniques qu'on puisse
Pour l'instant, effectivement, c'est un projet de rénovation, d'agrandissement, etc. Mais encore une fois, on parle d'un projet qui a été voté, donc, enfin, on a voté la demande de subvention à hauteur de 600 000 €. C'est avec une partie sur les différents partenaires. Sauf qu'aujourd'hui, si je ne sais pas combien les partenaires mettent, si on a 300 000 € à l'arrivée, on ne fera pas le même projet qu'avec 600 000. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre sur ce qui va être fait, pas fait, etc. On ne pourra pas mettre l'enveloppe budgétaire, et à partir de là, on pourra commencer à travailler un projet plus précis. L'enveloppe, comme disait Nicolas, nous on sait qu'on a 600 000, entre 600 et 800 000 € d'enveloppe. Et là, pour l'instant, il y a le concours d'architectes qui est lancé, et donc on verra d'ici quelques temps. Mais là, oui, il y a un projet pour le centre de loisirs. L'objectif, c'est qu'il se fasse très rapidement. Et tout est parti. Et vous serez forcément, on va vous montrer quand même ce qu'on va faire. On est en France. La dernière question. Selon un article qui a été publié sur le site de l'ANSERM au début de l'année 2023 et qui fait une référence à une revue parue sur le Journal of Clinical Medicine, la France est de plus en plus confrontée au problème de l'obésité. La prévention est mise en avant comme l'élément clé pour protéger les plus jeunes citoyens. La carte jeune favorise la consommation de nourriture qui est considérée par la communauté scientifique comme la cause de ces maladies. On a aussi un lien vers le site de l'NIH dans la question. Pouvez-vous nous faire un état des lieux des mesures de prévention et d'information qui sont mises en place par la commune, particulièrement à la tranche d'âge de ces citoyens? Je suis super sympa comme d'hab, hein, mais c'est vrai qu'il y a des fois plusieurs questions dans chaque question. On est cool. Moi, juste là-dessus, il y a des amalgames qui sont quand même faits entre la carte jaune et la malbouffe ou l'obésité, etc. Donc je vais vous dire quand même un peu, après c'est un peu réducteur de la carte jaune qu'on essaye de mettre en place et qui rencontre et qui cartonne tout simplement. Nous on assume de permettre aux jeunes de profiter des commerces et des réductions sur la ville. Réduire la carte jaune à la promotion de la malbouffe, c'est ce que je disais, c'est un peu navrant, mais ça vous appartient. La carte jaune, c'est des réductions pour des salles de sport, pour la librairie de Mions, pour des coiffeurs, du foot en salle, des ateliers de couture, des commerces de bouche locaux et bien d'autres encore. Et ce matin, on avait 272 cartes jaunes déjà faites, avec toujours l'objectif de 1000. Donc on va rebooster tout ça. Donc c'est énorme, 272 depuis l'inauguration du spot jeune. Ça fait du monde qui vient visiter cette maison pour les jeunes. Et c'est très bien, parce que c'est avec ça qu'on voulait aussi les attirer. Et bien entendu, la prévention de l'obésité, elle doit être prise en compte, il n'y a pas de sujet, et passer par une politique de santé structurée. Mais ça, vous savez qu'on est très bien engagé là-dessus. Dans le cadre des PEDT, par exemple, 2 actions sont spécifiquement ciblées sur le bien manger, avec des ateliers de découverte des produits alimentaires bruts et leur transformation. Et puis, c'est noté, mais Nicolas, c'est quand d'ici quelques jours, on a un groupe scolaire qui va se rendre sur le marché Corot, comme toutes les écoles. On bénéficie d'un partenariat avec eux, gratuitement, et ils viennent pendant 2 heures déjà visiter et ensuite faire à manger avec des fruits et des légumes, et c'est très intéressant. Les défis Manger déconnecté, lancés en début d'année et qui seront reconduits l'année prochaine, participent aussi à la sensibilisation de repas qui sont sains. En complément, la ville soutient la maison de santé pluriprofessionnelle. Ça ne vous a pas échappé qu'on avait doublé notre subvention à hauteur de 9 000 €. Et il y a un projet qui existe depuis 3 ans, peut-être 4, surpoids et obésité de l'enfant, grâce à une partie, je le disais, de cette subvention, et la mise à disposition de locaux par la ville pour l'activité physique adaptée au bénéfice de ces enfants, 1 à 2 fois par semaine. Et la vraie plus-value de ce projet, c'est d'aborder la question de l'obésité d'une manière globale, avec la coordination de plusieurs spécialistes et professionnels de santé. On a notamment nos diététiciennes qu'on a sur la commune, psychologues, psychomotes, kinés, enseignants APA. C'est un projet qui est d'ailleurs reconnu de santé publique et soutenu par l'ARS. Donc on fait beaucoup de choses. Et encore une fois, la carte, elle est faite aussi pour le pouvoir d'achat, pour que ces enfants-là puissent bénéficier de réductions. Et elle cartonne. Elle cartonne. Donc oui, c'est... Voilà, ma réponse. Il reste une question? Je peux me permettre un commentaire. Allez, franchement, je suis sympa, normalement c'est une question de réponse. Allez.
un commentaire. On n'a pas du tout remis en question le fait que la carte jeune ait été créée. On pense que c'est une bonne initiative. Par contre, clairement, la carte jeune, c'est un moyen de mettre en visibilité un certain nombre de commerçants auprès de la population jeune, les 11-25 ans. Vous avez parlé d'un certain nombre d'actions de prévention à l'attention des écoles. Les écoles, c'est en dessous de 11 ans. Aujourd'hui, nous, ce qu'on questionne, c'est le fait que Burger King, par exemple, soit dans les partenaires de ce dispositif. On parle de prévention. Vous parlez des ateliers, obésité, etc. Aujourd'hui, clairement, voilà, je prends l'exemple de mon fils qui m'a dit la carte jeune, c'est super, ça permet d'avoir 20% chez Burger King, je veux absolument qu'on aille la chercher. Alors, bon, c'est vraiment ça. On ne questionne pas du tout le fait que la bibliothèque, quoi que ce soit, on avait déjà soulevé un questionnement au départ quand la carte jeune avait été annoncée. Il avait démarqué que c'était une incitation à aller consommer du loisir ou tout ce qui peut concerner la culture, et là-dessus c'est ok, il n'y a aucun problème. Le sujet c'est Burger King. Si on se dit les choses, après on peut dire le kebab aussi. Donc encore une fois, hein, on ne vous jette pas la pierre, on n'est pas agressif ou quoi que ce soit, mais c'est un sujet. C'est un sujet, la carte, elle oriente et elle invite les jeunes à aller consommer comme vous l'avez dit, et c'est bien son objectif dans les... Madame Hugonnet, elle est aussi là, et puis on arrêtera après, elle est aussi là pour la cave. C'est pas pour autant, on a mis la cave de Lyon, c'est pas pour autant que tout le monde va y aller pour débaucher 3 bouteilles par tête. Franchement, Burger King, celui qui choisit d'y aller, il y va. Moi, j'y vais souvent avec les filles. Tous ceux qui vont à Burger King ne sont pas forcément... Et puis, je réponds parce que sinon on a pour longtemps. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui peut aller au resto et se faire un menu à 25 €. Et quand on est au Burger King et que pour 4 € on a un menu, il faut aussi penser à ça, parce qu'il y a ce côté-là. Et aujourd'hui, c'est pas la malbouffe d'avant. Il y a quand même, c'est fait avec des diététiciens, c'est quand même réfléchi. Quand on veut mal manger, on peut mal manger, mais je comprends. Après, il y a le netto, vous savez, ils vont chercher des chips. Au netto, il y a 15% le mercredi, et voilà, après, on ne s'arrête plus, et c'est compliqué. Mais on a bien compris. Mais là, le parallèle était fait quand même entre la carte jeune, la malbouffe et l'obésité. C'était un peu réducteur, c'est pour ça que ma réponse a été aussi complète, et on a bien pris vos craintes. Après, on est tous... La question, elle reste entière pour un renouvellement peut-être du partenariat avec les commerçants sur une prochaine édition. On questionne clairement le fait que cette chaîne-là soit associée au dispositif. Encore une fois, on trouve que c'est très bien d'aller orienter et d'inviter les jeunes à aller acheter leurs livres dans la librairie, etc. C'est Burger King qui pose le problème. Un célèbre ministre, Premier ministre qui, Burger King, l'avait fait. Oui, ça vous pose problème. Je pense qu'autour de la table, pas à tout le monde. Voilà, on est là. Vous n'êtes pas partie de nos amis. Oui, très bien. Allez, merci. Merci à tout le monde. Et prochain conseil, le 6 novembre. Avancez la date, le 6 novembre, le prochain conseil.